électeurs des vraies voix. Notre consigne est simple, directe et claire. Pas une voix, pas un siège de plus pour le RN. L'enjeu de ce second tour, c'est de priver l'extrême droite d'une majorité absolue en construisant une assemblée où nous pèserons suffisamment pour bâtir entre forces républicaines des majorités de projets et d'idées. Je ne crains aucun désistement. Je crois que le Rassemblement national peut remporter cette élection dimanche avec une majorité absolue, évidemment avec ses alliés, notamment les Républicains à droite d'Éric Ciotti. Donc dimanche, j'appelle les Français à rester mobilisés. Personne n'est propriétaire de ses voix, selon la formule consacrée depuis des lustres. Pourtant, à chaque second tour se pose la question du soutien des candidats éliminés ou désistés. 3/4 des électeurs disent ne pas suivre les consignes de vote, selon un sondage. Mais le quart restant pourrait s'avérer déterminant sur des circonscriptions aux résultats serrés. Alors parlons vrai, est-ce que LFI ne risque pas de cristalliser plus de barrages que le RN sur son étiquette? Est-ce que le RN est devenu un parti comme les autres et que le barrage ne s'impose plus? Et à cette question, les électeurs vont-ils faire barrage au RN? Vous dites non à 85%, vous voulez réagir. On attend vos appels au 0826 300 300. Et on est ravis d'accueillir Bruno Millienne qui est avec nous, ancien député Modem et ancien candidat Ensemble pour la République sur la 9e circonscription des Yvelines. Vous êtes désisté au premier tour. On va en parler dans un instant, juste avant Philippe Bilger, peut-être sur ces électeurs qui, oui ou non, faut-il faire barrage au D'abord, moi aussi, je suis très sensible à la présence de Bruno Millienne. Ça n'est pas évident de venir dans les conditions d'aujourd'hui aux vraies voix. Certes, c'est la meilleure émission radiophonique, mais c'est pour ça que je suis là. Ouais, voilà. ça. Mais plus sérieusement, je crois que les consignes de vote aujourd'hui, je dirais pas non pas systématiquement un effet contre-productif, mais en tout cas, elles ne correspondent pas toujours au désir de leurs initiateurs. Moi, il y a deux choses qui me choquent de manière presque principielle. D'une part, je suis un peu déstabilisé par le fait que la seule obsession soit de faire battre un camp et par conséquent de ruiner les conséquences qui seraient logiques d'un premier tour pour éviter une victoire éclatante au second. Ça me choque parce que je considère que derrière le formalisme égal de la campagne, il n'y a pas véritablement d'équité démocratique. Et deuxième élément, je crois que ça aggrave le sentiment de désaffection du peuple dans toutes ses composantes, entendons-nous, à l'égard de la classe politique. Farid Tebselani. Moi, j'ai un véritable souci avec cette notion de désistement d'un point de vue purement démocratique, en réalité. D'ailleurs, on ne doit cette situation-là qu'à notre mode de scrutin sur les législatives. Je pense que globalement, les Français ont dépassé le fameux plafond de verre pour l'extrême droite ou le Rassemblement national. On le voit, dans une élection européenne, ils font un tel score, c'est la véritable représentation de notre pays. Alors ça a été évoqué lors de la construction de la 5e République, Debré l'avait construite justement pour éviter les blocages de la 3e et de la 4e, mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne respectent plus forcément les consignes de partis qui parfois sont complètement déconnectés, et donc on a l'impression qu'en fait ça renforce davantage les extrêmes qu'autre chose, à mon avis. René Chiche. Non mais moi je trouve que c'est logique qu'un candidat qui ne peut pas avoir accès au second tour, ou bien décide de ne pas aller au second tour, se désiste logiquement. Après, les électeurs, c'est ça la grande leçon. C'est même pas la grande leçon. Les électeurs choisissent en leur âme et conscience. Il y a même des électeurs qui choisissent au dernier moment dans l'isoloir. Oui. Et on le sait. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était très souvent le cas. Voilà, exactement. Mais ce qui est certain, c'est qu'actuellement, l'élection à laquelle on assiste aujourd'hui, finalement, les désistements, d'après les derniers sondages, vont finalement être plus défavorables pour le Rassemblement national, puisqu'on voit une baisse visiblement des députés qui pourraient avoir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ces derniers sondages d'hier, en raison des désistements à gauche et donc mais pour moi, le désistement, ça fait partie quand même de la 5e République, et ça ne me choque pas. Mais par contre, ce qui est certain, et ça je suis d'accord avec Philippe et Farid, c'est vrai que les électeurs, à mon avis, choisissent d'eux-mêmes. Ce ne sont plus des bénis oui-oui qui obéissent aux ordres. Mais maintenant, dernière chose, quand un candidat, par exemple LR, se désiste, par rapport à un RN ou un France Insoumise, est-ce qu'il va automatiquement voter pour le RN? Mais c'est des choses tellement... Vaste programme, quoi.
Justement, quand il y a eu on avait la proportionnelle sous la 4ème République, le général de Gaulle voulait mettre la proportionnelle à 1 tour. Et finalement, c'est sous la pression de l'opposition qu'il a mise à 2 tours. Est-ce que ce serait pas plus simple et que ça éviterait les combinations et d'entre 2 tours ? J'en viens à me poser la question parce que là, par 2 fois, quand même, 2022 et 2024, vous voyez bien que les Français sont en train de ne pas donner de majorité à l'un des 3 camps à l'Assemblée nationale. C'est bien le message envoyé déjà en 2022 qui n'a été respecté par personne, de la capacité des députés à travailler ensemble pour le bien du pays et le bien des Français, et non pas pour leurs étiquettes respectives. Moi, je dis ça d'autant plus facilement que je suis modem et que c'est dans notre ADN. Donc je pense que la proportionnelle intégrale, oui, ce serait pas mal, celle qu'on a connue notamment avec François Mitterrand. Elle était à 5%, et pas intégrale. Oui, mais et départementale. Oui, mais malgré tout, commençons par ça. On peut après aller vers l'intégrale, mais il y aurait une vraie représentativité des forces vives du pays. Parce que là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur les européennes, c'est que les européennes, effectivement, ça a porté le Rassemblement national devant. C'est pas forcément un vote d'adhésion. Il y a aussi eu des votes, on l'a vu d'ailleurs, ça s'est traduit derrière, il y a aussi eu des votes de contestation. Parce que l'Europe, c'est loin pour les Français et que ça n'a pas finalement pas eu de conséquences sur la physionomie du Parlement européen. Pour l'instant. Donc voilà. Et pour en revenir au désistement, moi j'ai attendu les consignes de personne. J'ai pris 30 secondes. En 30 secondes, j'ai annoncé mon désistement. Pourquoi ? Parce que si je me maintenais, le candidat du Rassemblement national allait forcément passer. Si je me désistais, il y avait peut-être une chance que la candidate socialiste passe. Mais j'ai pas attendu les consignes des chefs à plumes. C'est ma conviction personnelle. Philippe Bilger. Bruno, dans le micro. Est-ce que cette élection n'est pas un peu particulière puisque on peut considérer, sans être véritablement obtus ou de mauvaise foi, que le danger est plus du côté de l'extrême gauche que de l'extrême droite? Est-ce que ça n'a pas aggravé les états de conscience de certains? Alors, c'est une question qui est... Bon, je vais y répondre parce que j'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon petit doigt. Si on regarde purement au niveau du programme économique, on va pas se mentir, ils ont beau nous raconter ce qu'ils veulent, ils sont pas enfermés 96 heures pour faire un programme. Le programme, c'est 95%, le programme de la France Insoumise de 2022. Il est totalement confiscatoire, il va faire fuir les entreprises. Moi, j'ai vu les petits commerçants, notamment des boulangers, vous leur dites 1 600 € net de SMIC et on bloque le prix de la baguette, le mec, il me dit je ferme. Bon, voilà, clairement. Là, il y a la figure tutélaire de Jean-Luc Mélenchon qui est vraiment lui aussi détesté, même peut-être plus qu'Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, au fur et à mesure de la campagne, il n'y a plus de programme économique au Rassemblement national. En revanche, et pour moi... Oui, il se délite en fait. Voilà, ça se délite. En revanche, ils ont montré à nouveau leur vrai visage, c'est-à-dire qu'on a vu le ripollinage de la façade s'effacer, notamment quand on a commencé à attaquer les binationaux. Les emplois réservés, je vous signale quand même que Marine Le Pen avait déposé une loi, je crois que c'est le 25 janvier 2024, pour interdire à tous les binationaux des emplois dans toute la fonction publique. C'était pas quelques cas. Toute la fonction publique. Donc voilà, les gens ont à faire un choix entre souvent dans ce qui restera comme duel, entre ça. Bon, ça va être compliqué. C'est pour ça que effectivement la proportionnelle est mieux. Moi simplement, ce que je pourrais dire aux auditeurs, je veux pas influencer leur vote, mais dans la réflexion que j'ai, il y a une troisième voie qui est très mince, très ténue, c'est d'envoyer suffisamment, j'allais dire, de socialistes, de républicains, les républicains modérés et de députés de la majorité présidentielle à l'Assemblée pour qu'il y ait une majorité élargie de là qu'on puisse quand même travailler pour le pays. Je pense qu'il est temps qu'à la fois les socialistes, j'ai discuté avec certains, ils sont prêts, qu'à la fois les républicains, et puis au milieu, cette majorité présidentielle, se disent, bon, il reste 3 ans, il faut qu'on fasse quelque chose pour le pays, donc sur 4-5 points, faisons-le. Un mot, Farid ou René, très court. Pour revenir sur le mode de scrutin, le risque, c'est quoi? C'est que vous avez une majorité de gens qui ont voté potentiellement pour une direction et qui ne soient pas représentatifs, en tout cas suffisamment, à l'Assemblée pour les lois, etc. Et je pense, à titre personnel, que nous sommes arrivés à la fin de ce mode de scrutin. Absolument. Parce que les gens, en fait, c'est ce qui fait augmenter les extrêmes. On vote majoritairement, mais finalement, on n'a toujours pas le pouvoir. Et pire, c'est la solution que vous venez d'évoquer, qui peut se comprendre en réalité. Elle sera, à mon avis, mal perçue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça n'a pas été écrit en amont. C'est quelque chose, en fait, qui risque d'arriver. Et les Français, à mon avis, détestent ce genre de choses. Je suis d'accord avec vous, mais
en l'absence d'une majorité claire de l'un des trois camps, il va bien falloir avancer. On peut pas laisser le pays à la dérive pendant un an, même si dans un an, on peut à nouveau faire une dissolution. C'est vrai. En tout cas, on aura la réponse dimanche soir. Les amis, que tout le monde aille voter. Faites le mieux que vous pourrez. De toute façon, et sortez couverts, comme dirait un ami. Exactement. Et soirée élection dès 19h30 avec Jean-Marie Bordry sur Sud Radio. Et merci en tout cas pour cette belle saison avec vous, Philippe David, avec vous, Philippe Bilger, avec vous, Farid Samani, même si vous n'étiez pas là souvent. Enfin, René Chiche aussi. Merci à toutes nos vraies voix en tout cas. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis si longtemps, pendant 3 heures tous les jours. Et on se retrouve en septembre. On se retrouve en septembre. Moi, je reste encore la semaine prochaine, mais de midi à 14h à la place d'André Berkoff. Ah bah tiens, je vais vous écouter. Ah bah c'est bien. Et à notre place, ce sera Judith Belair et Frédéric Brindel dès lundi 17h. Et qu'on embrasse. Je vais venir vous voir. On les embrasse. Merci en tout cas à notre équipe formidable. Merci Maxime, merci Nadjet d'avoir été Merci avec là. On remercie Félix, Aude, Eve qui est parti et l'ensemble des équipes de Sud Radio, de cette famille qu'on aime beaucoup. Passez de bonnes vacances, salut et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Enfin, la saison prochaine. Oui, c'est pareil.